Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la grande émission ce jeudi avec Hervé Leroc, Aïda Valsanou et Jacques Porcheret, le trio du jeudi. Et quel trio avec une Aïda un peu faible aujourd'hui. Oui. On parle un peu du nez. Encore, ouais, j'espère que vous allez comprendre, mais un livre très, très, très intéressant aujourd'hui, et j'espère qu'il vous plaira aussi. Et puis, pour vous changer un peu les idées, parce qu'il est un petit peu lourd à digérer, un petit peu d'humour, Sable d'Olonne, voilà. Et puis, comme Grégoire n'est pas encore revenu, un peu les sorties du week-end. Les sorties du week-end, ouais. Très bien. Et Hervé, vous avez pas la barbe de 3 jours? Non, mais par solidarité avec Aïda, je vais parler comme ça pendant toute l'émission. On va parler de Gainsbourg, Une vie héroïque, un film qui est absolument, sur la forme, absolument irréprochable, mais qui m'a agacé sur le fond. Et je vous explique pourquoi en troisième partie. Très bien. Jacques, votre invité tout à l'heure. Alors, Monsieur Pompidou, le président de la Fondation du patrimoine, qui fêtait et qui remettait les labels cette semaine, lundi soir. Ouais. Très bien, merci. Jean Renou, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Alors on va parler avec vous n'êtes pas venu seul. On va parler avec vous de l'association Camino de l'Espoir que vous avez créée pour récolter des fonds pour les enfants qui sont atteints de troubles neurocérébraux. Et vous êtes venu accompagné de Marie-Paul. Bonjour. Bonjour. Marie-Claude. Marie-Paul. Marie-Paul, c'est ça, j'étais bien. Votre fille Mégane est atteinte de ces troubles. Oui. Et puis à vos côtés, Paul Maquignot, vous êtes le grand-père de Zoé. Qui est également atteint de cette maladie. On va en parler dans un instant. Alors, Jean Renou, vous avez effectué il y a 2 ans un grand pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez décidé de vous investir sans compter pour ces enfants, pour récolter le maximum de fonds, parce qu'on le verra tout à l'heure, le coût des soins pour ces enfants reste extrêmement important et difficile à prendre en charge pour les familles très, très seules. Je voudrais juste qu'on dise quelques mots sur vous avant, qu'on vous découvre, mais vous êtes un peu et même très connu au Sable d'Olonne, dans la région. Vous étiez entraîneur de l'équipe de foot de Sable. Oui. Sur le plan associatif, j'étais engagé avec les Tigres Vendéens. Ouais. Donc effectivement, je suis un petit peu connu sur la place des Sables. J'ai fait plusieurs métiers, dont celui d'enseignant d'éducation physique au lycée Savarine-Molion, ce qui fait que ça fait un peu plus encore pour connaître des gens. Mais bon, restons modestes, je suis un petit artisan dans mon petit coin. En tout cas, vous avez réussi à mobiliser beaucoup de monde autour de vous pour cette initiative. Alors, en fait, tout est parti de, justement, un peu du foot, j'allais dire, parce que vous étiez entraîneur à Mareuil. Voilà. C'est ça? J'étais entraîneur à Mareuil, et puis on a fêté la naissance d'une petite fille, ce qui fait toujours plaisir. Et puis, quelques semaines plus tard, on était en train de se dire, cette petite fille va-t-elle vivre ou mourir, puisque elle avait fait une insuffisance respiratoire importante et j'ai été sensibilisé au changement du papa. D'un garçon de 23 ans, je suis retrouvé avec un adulte qui avait pris 10 ans de vie en 8 jours devant ce qui venait d'arriver. Et je me suis dit que je me devais de l'aider si l'enfant avait des séquelles. Et voilà le départ du Camino de l'Espoir. Qu'est-ce que vous saviez de ces maladies auparavant? Rien. Rien du tout. Rien. Ouais. Je ne savais rien, j'en sais toujours peu, parce que je ne suis pas immergé dans le problème de la lésion cérébrale. Je comprends mieux les difficultés des familles, parce que je les rencontre de temps en temps. Mais ma quête était de trouver de l'argent pour les aider, mais je ne voulais pas m'immiscer dans leur vie. Marie-Paul va vous le dire, je vais de temps en temps à la maison, mais j'y suis pas tous les 3 jours. Quoi. Je donne l'argent que je peux donner, mais je ne vais pas voir ce qu'ils en ont fait. J'ai confiance en eux. Quoi. Alors Paul et Marie-Paul, il faudrait qu'on essaie de définir un peu ces maladies. Vous nous expliquer un petit peu quelles sont les séquelles, les signes visibles en tout cas, quelles sont les origines aussi. Elles sont assez différentes en fait, elles peuvent être différentes. Oui, alors moi, la méthode que j'utilise pour Mégane, c'est une méthode qui est destinée à toutes les personnes, parce que c'est pas forcément. Alors là, vous parlez de la enfants. méthode de soins. Je veux juste qu'on parle, on en parlera plus tard, juste de cette maladie en elle-même. En fait, Mégane n'est pas malade, elle est handicapée. Donc voilà, elle est née avec des lésions cérébrales d'origine inconnue. Quand elle est née, tous les enfants on mesure le périmètre crânien, le tour de tête, et Mégane avait un tour de tête à 30 cm au lieu de 35. Donc à partir totalement inconnue. Voilà, on ne sait pas si c'est génétique, si il y a eu un problème lors de la division cellulaire, ou si à un moment ou un autre, pour une quelconque raison, elle a manqué d'oxygène pendant la grossesse. On sait simplement que ce n'est pas dû à l'accouchement. Et Paul, en ce qui concerne Zoé, votre petite fille? Alors Zoé, c'est suite à une grosse fièvre, une otite, enfin plusieurs diagnostics, très grosse fièvre, et puis à partir de 40, elle a été hospitalisée
dans un hôpital pour enfants à Tours, puisqu'il habite aux environs de Tours, dans le coma pendant 3 semaines, un mois, branché de partout. Et l'analyse du liquide rachidien a montré que c'était une méningite virale, bien sûr pas vaccinable. Et donc, au bout de, je sais plus trop, parce qu'on a quand même vécu de sacrés moments avec les parents et les grands-parents, elle a été hospitalisée plusieurs mois, donc assez 1 an à peu près. Ces 1 an se sont passés à l'hôpital. Et puis, on a retrouvé une petite fille atone, qui ne bougeait presque plus, qui ne parlait plus. Et voilà. Et à quel âge? Avec des lésions cérébrales. Une petite hémiplégie. Alors actuellement, elle a, je crois, 3 ans et demi. Ouais. Et donc, elle est actuellement rééduquée par la méthode du patterning, dont on reparlera tout à l'heure si j'ai bien compris. Donc Zoé, 3 ans et demi. Mégane, elle a quel âge? Elle est un peu plus âgée. 9 ans déjà. 9 ans déjà. On parlera de cette technique tout à l'heure qui produit aussi ses effets, mais qui est quand même assez contraignante et puis surtout coûteuse. Ça a été pour vous un déclic après quand vous avez rencontré ces familles. Comment vous les avez rencontrées d'ailleurs, les autres familles? Bien, suite à ce que je viens de vous dire, la petite fille en question pour laquelle l'élan était parti chez moi est sourde, appariée très tôt, mais très vivante, très belle, très dynamique. Donc j'avais pas de raison de faire quelque chose spécialement pour elle. Mais je me suis dit qu'autour de moi, il devait y avoir des gens qui ne m'intéressaient pas, enfin tout au moins que je ne voyais pas, parce que c'était pas dans mon environnement, dans ma motivation. Et j'ai changé mon regard à la lecture des journaux. Et seulement en lisant les journaux, d'une autre manière, je me suis rendu compte qu'il y avait des parents qui se battaient pour trouver vous avez trouvé des exemples d'autres parents? Voilà. Un concert ici, une soirée crêpe là-bas. Et je me suis dit, je vais aller rencontrer ses parents. Et donc, la première personne que j'ai rencontrée, c'est Laurence et Christophe, les parents de Jaouel. Et j'étais avec mon épouse au rendez-vous chez Laurence et Christophe. Et en sortant de ce rendez-vous, mon épouse m'a dit tu es déjà parti. Et j'étais parti. Ouais. Dans ma tête, j'étais déjà parti. Et la rencontre avec vous, Marie-Paul, et entre Jean et vous, comment ça s'est passé la première fois? Vous avez été surprise un peu qu'ils viennent vers vous? Ah bah oui, complètement, oui, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la méthode est financièrement très très lourde. Et donc, nous avons dû créer une association pour récolter des fonds pour payer la méthode. Mais depuis... Et quand il est venu vous voir, quel discours il vous a tenu alors? Eh bien, il m'a expliqué qu'il avait envie de faire quelque chose pour nous aider financièrement. Donc ça nous a épatés, parce que nous, on est toujours dans la recherche. On va vers les gens pour récupérer de l'argent. Et qu'il y ait des gens qui viennent vers nous en nous disant, voilà, j'ai lu dans le journal que vous avez des difficultés et que vous avez besoin d'argent, et moi j'ai envie de faire quelque chose pour vous. Je vous connais pas, mais je vois que vous avez besoin d'aide. Et sans contrepartie, évidemment. Voilà, sans contrepartie, c'est énorme. C'est énorme. C'est un soutien financier, mais surtout moral. Moral aussi. Oui, moral. Vous avez cherché au départ un peu les moyens de récolter des fonds, ou c'était déjà dans votre idée de faire un pèlerinage? Non, je n'avais pas d'idée de pèlerinage. Je voulais trouver des fonds, mais je me suis dit comment faire. Donc j'ai mis en action tous les réseaux que nous avons, professionnels, amicaux, familial, associatif, et j'en ai parlé à tous les gens que je rencontrais, j'ai dû les bassiner d'ailleurs. Ils s'en souviennent encore. et j'ai mis tout ça en route, mais je me suis dit qu'à un moment donné, si je demandais de l'argent aux gens, ils allaient me dire, mais qu'est-ce que tu fais en contrepartie, toi? Et je me suis dit, il faut que je m'investisse. Et un investissement qui me paraissait possible, c'est la marche. On sait tous marcher. Vous êtes un grand marcheur et grand sportif en plus. Marcher, au début, je ne savais pas que je savais marcher. Courir, oui. Faire du tennis, du golf, enfin n'importe quoi en sport, oui. Mais marcher sur si longtemps que ça, et dans la solitude, je ne savais pas si j'étais capable de le faire. Mais je me suis dit, ce sera le fil rouge de mon action. Et voilà, donc j'ai choisi un chemin qui me paraissait correspondre aussi à ce que je voulais faire, c'est-à-dire
Bien sûr, c'est un chemin de la foi, même si moi je suis pas un croyant pur, je veux dire, mais c'est le chemin de la tolérance, de l'entraide, de l'aide, de l'acceptation des différences. Donc je trouvais qu'il y avait une forte symbolique. Oui, ça marchait bien ensemble, quoi. Alors on parlera de ce pèlerinage tout à l'heure dans la deuxième partie, et puis on reviendra bien sûr sur cette méthode que vous évoquiez. On va d'abord parler de livres avec vous, Aïda. On va essayer. Vous avez essayé en tout cas. Je vous entends vous boucher discrètement. Essayer de me faire entendre. Je vous ai choisi aujourd'hui un livre sorti la semaine dernière. Stefan Bryce, c'est un auteur flamand. Le Faiseur d'ange est un livre qui a été un best-seller, vendu à plus de 5000 exemplaires, je crois, traduit en 10 langues. Pour l'instant, en France, j'ai pas vu beaucoup de critiques, mais je crois que c'est le genre de livre qui va marcher pas mal par le bouche à oreille, parce que c'est le livre qu'on commence le soir chez soi, qu'on continue au feu rouge en voiture et qu'on finit en gâchette au bureau. Ah, vous faites ça, vous? Bravo. Ah oui, bah, bravo. Faut pas écouter, hein. Mon colonel, si vous nous écoutez. Non, mais il est vraiment... Je vous dis souvent que sur les livres nouveaux, même quand on a un beau style, on a parfois, même souvent même aujourd'hui, une écriture journalistique, sans personnage, pas vraiment d'écriture romanesque. Là, on a une vraie écriture romanesque, vous me direz sur 600 pages, il y avait besoin, avec des personnages bien dessinés. C'est un vrai roman qui nous entraîne, c'est surtout un thriller médical. Alors l'histoire, en 2 mots, c'est l'histoire de Victor Hoppe, un médecin flamand qui revient dans une petite bourgade aux confins de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas. Vraiment le village de Provence, tout le monde connaît tout le monde, où tout le monde discute de tout. Le docteur arrive avec ses 3 enfants qu'il ne montre à personne, et 100 femmes, donc de quoi accumuler et faire augmenter les rumeurs dans le village. C'est un livre que, bien évidemment, de thriller, je ne veux pas vous le raconter. Tous les 50 pages, il se passe quelque chose et on a envie de voir jusqu'où ira cet homme. C'est un livre qui pose surtout le problème du clonage. Est-ce qu'il y a un plan de base? Il m'a fait penser, c'est la semaine dernière, en fait, c'est la semaine dernière notre... Avec le débat sur la bioéthique aussi. Avec le débat sur la bioéthique, et je me suis dit, c'est vraiment un livre d'actualité, mais vraiment... oui, jusqu'où qu'adviendrait-il si on arrivait à se cloner, si on arrivait à avoir des enfants sans nos tares, sans nos défauts, s'ils pouvaient avoir une intelligence supérieure et faire ce que nous-mêmes n'avons pas pu accomplir, avec quel risque et jusqu'où pourrons-nous aller. Vous nous racontez tout, mais là. je peux... Non, parce que je ne vous ai pas raconté l'histoire. C'est un thriller ou un thriller? C'est un... Comment on dit en français? Ça vous a accroché vraiment? Mais en fait, au-delà de cette histoire de clonage, c'est tout un questionnement sur le bien et le mal, sur la science et la religion, sur les superstitions et les dictons. Ça m'a vraiment accroché. Il se lit très facilement et on peut pas s'empêcher de se poser des questions. Bon, c'est un peu atroce, d'accord, mais un livre atroce et fantastique, je dirais. C'est un peu sanglant? Par moment. Par moment. C'est un peu insoutenable même. 23 €, édition Les Dormessons. Ouais. Non, mais vraiment, c'est très intéressant et je pense qu'on entendra parler dans les mois prochains. Vous nous rappelez le titre? Le Faiseur d'ange, Stefan Bryce, Héloïse Dormesson, 23 €. Et donc, du coup, pour vous faire digérer tout ça et reposer un petit peu ma voix, qu'est-ce qu'il a encore dit? Un peu d'humour. Ça me donne très envie. Un peu d'humour. Voilà, pour reposer ma voix, un spectacle. Je vous choisis depuis 2-3 semaines des petits spectacles, un petit peu, parce qu'on dit que le mois de janvier est le mois le plus triste, le plus déprimant de l'année. Donc là, j'ai choisi que de l'humour. Et ce week-end, Christian Gonon est comédien à la Comédie Française. Et dans les cartes blanches qu'on leur donne, il a choisi, lui, de faire revivre Pierre Desproges. Les cartes, vous avez dit? Vous savez... Non, je ne fais même pas le solver. Donc, la seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. Texte de Proche, Christian Gonon, c'est au Sable d'Olonne ce week-end. On écoute un extrait. Étonnant, non? Remettons le Petit Prince à sa place. De nombreux sous-doués, boursouflés d'inculture, me demandent pourquoi la Vénus de Milo et le Petit Prince de Saint-Exupéry étaient fâchés à mort. C'est simple. Revoyons les faits. La Vénus de Milo avait mauvais caractère. J'ai pas de bras, c'est pas le pied. Le Petit Prince, lui, était un fort bel enfant, aux grands yeux émerveillés par la beauté des choses. Je suis un fort bel enfant, aux grands yeux émerveillés par la beauté des trucs, des choses. La rencontre entre la Vénus de Milo et le Petit Prince dégénéra très vite en drame. Regardez.
Bonjour, Vénus de Milo. Bonjour, petit prince. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. C'est malin. C'est très bien, c'est très bien. Très belle chute. Et puis ce week-end aussi, Pascal Assis, qu'on avait vu la semaine dernière, le 31 à Olonne-sur-Mer, 2 humoristes au sable ce week-end. Et puis on parlera sans doute des autres sorties. Christian Gonon, c'est quand, vous nous rappelez? Christian Gonon, c'est le 29, donc c'est ce vendredi aux Atlantes, au Sable d'Olonne. D'accord. À 20h30, il reste la place. Comme d'habitude, oui, bien évidemment. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Aïda. On va marquer une pause et puis on se retrouve avec nos invités dans un instant. L'invité de Jacques également, la Fondation du Patrimoine. Un commentaire? Vous pensez encore à la Vénus? D'accord, très bien. À tout de suite.